If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Come to DSW for the shoes, stay for the fun. Because let's be honest, if shoe shopping isn't fun, are you even doing it right? So go ahead, try something new. Try something different. Good different. Try something that feels like you. You know, the real you. And then definitely brag about it later. Because at DSW, you've got unlimited freedom to play. With sneakers, boots, and everything in between for every style, mood, and occasion, you'll definitely find shoes that get you at prices that get your budget. DSW, let us surprise you. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, découvre les enjeux des qualifications pour l'Eurocup, les performances des équipes françaises et les surprises des championnats de National 1 et d'élite féminine. Découvre également le mystère de l'INSEP qui débute son championnat par 2 lourdes défaites avec 7 joueurs uniquement. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide vraiment beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi en 2 secondes sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou bien Amazon Podcast. Et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Ça nous aide vraiment. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! L'épisode numéro 8 de la saison 2. Et pour attaquer cet épisode, on avait qualification pour l'Eurocup, avec notamment le club d'Aix qui était reversé suite à sa participation en Champions League et le club de Montpellier. Avant de détailler leurs résultats, je te propose Frédéric de faire une petite présentation un peu des différents groupes. Donc on avait 4 tournois qui se déroulaient, donc un à Athènes, un à Montpellier, un à Sibénik et un à Terrassa. Donc Montpellier forcément était l'hôte du tour et les Aixois se déplaçaient à Terrassa. Les premiers de chaque groupe étaient qualifiés et les 3 meilleurs deuxièmes étaient qualifiés aussi pour le tour suivant pour constituer les phases de groupe. Donc tous les buts et tous les points étaient importants dans ce classement pour pouvoir éventuellement, donc en étant deuxième, pouvoir passer au tour suivant. Dans le premier groupe, groupe A, il était composé donc de Spandau, équipe reversée également de la Champions League, Apollon Smyrnis, les Néerlandais de Dezan et Sport Management, un club de Géorgie. C'est la première fois qu'ils participent à un tournoi d'Eurocup. Dans le groupe B, le groupe de Montpellier était présent l'équipe de Vouliagmeni de Grèce, l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie et l'équipe italienne de Trieste. Dans le groupe C, donc à Sibénik, on avait, chose assez étonnante aussi, 2 clubs roumains, puisqu'on avait le Steaua Bucarest et le Rapid Bucarest, qui étaient dans la même poule, accompagnés du Dynamo Tbilissi, donc autre club géorgien, et les Croates de Solaris, qui accueillaient ce tour. Et enfin, dans le groupe D, le groupe avec le Pays d'Aix Natation, qui se déroulait à Terrassa, avec Szolnok, les Hongrois, Terrassa bien sûr, et les Allemands de Potsdam. Donc en termes de résultats, donc pour cette première journée qui se déroulait le 3 octobre, donc on va pas passer tous les résultats en revue, on verra juste après les classements et les équipes qualifiées. Mais donc on avait Montpellier pour son premier match qui accueillait donc l'équipe de Vouliagmeni et
quelque part sans grande surprise, mais on aurait pu espérer un score peut-être un peu plus serré. Mais Vouliagmeni qui étrille les Montpelliérains 23-9. 4-2 première période, 6-3, 7-3, 6-1, donc l'équipe montpelliéraine qui n'a pas vu le jour dans ce match. Frédéric, un premier commentaire sur ce premier résultat? Ouais, écoute, comme tu l'as dit, c'est l'Arménie, c'est une équipe qui est habituée, qui était en Champions League régulièrement ces dernières années, qui quand elle passait pas, était reversée en Eurocup, qui avait donné un petit peu de fil à retordre même à Marseille il y a 2 ans, je crois, en Champions League notamment chez eux. Donc c'est c'est le polo grec et Montpellier, comme tu l'as dit, a été en grande difficulté. Et bon, l'addition est salée, au moins 14 à la maison. On va voir que ça va se répéter un petit peu, un écart assez important. Dans la même soirée on avait Szolnok qui jouait contre le Pays d'Aix et puis un peu presque le même résultat, Szolnok qui s'impose 23-10, 7-1, 4-5, 3-2, 9-2, donc Pays d'Aix qui résiste un peu en deuxième et troisième période. Remportons même la deuxième période, mais bon, le score était déjà bien avancé puisqu'il y avait 11-6 à la mi-temps. Bon, c'était pas encore rédhibitoire, mais la dernière période 9-2 leur est fatale. Aix qui rencontre une équipe qui est à peu près du même standing que celle qu'ils ont rencontrée dans le tour de Champions League et qui se termine à peu près avec les mêmes résultats. Ils ont pris 23 buts contre Novi Beograd, il me semble. Ils reprennent 23 buts là. C'est difficile d'ambitionner de gagner un match quand tu prends 23 buts, mais écoute, c'est l'écart qui existe entre notre championnat et le championnat de Hongrie. Donc, c'est pas nouveau et écoute, Aix n'a pas pu faire mieux que ça, n'a pas existé beaucoup dans cette partie-là qui était somme toute assez prévisible. Deuxième jour de cette compétition, pour rester dans l'ordre, Montpellier qui jouait du coup contre Trieste. Donc on sait que Trieste est une équipe qui s'est renforcée et qui avait bien figuré au championnat italien l'année passée, donc qui est toujours un candidat sérieux et qui cette fois-ci, Montpellier a serré un peu plus le score, mais quand même 23-13, une première période serrée, 5-5, mais deuxième 6-2, 5-2, 7-4, donc Montpellier qui craque aussi, et donc plus 10 en faveur des Italiens. Comme tu l'as dit, Trieste, c'est une équipe qui se bat pour les accessites avec Ortigia, enfin Ortigia a baissé maintenant, mais avec Ortigia, Savone, qui va essayer de titiller Brescia, donc qui est dans le top 5 depuis quelques années comme du championnat italien. Et puis tu vois que l'évolution des scores des matchs est à peu près toujours la même, c'est-à-dire que tu tiens un peu au début et puis ensuite, au fur et à mesure que le match avance, ça s'effiloche parce que on le dit toujours, mais la fatigue, les exclusions, les absences de joueurs et tout ça fait que si t'as pas une équipe de 14 joueurs de haut niveau, tu peux pas t'en sortir. Puis écoute, c'est le cas de Montpellier, donc 10 buts, je suis pas surpris non plus vu l'écart des forces en présence. Alors, sur cette même soirée, dans le même groupe, j'ai quand même donné le résultat de l'autre match, puisqu'on verra l'importance qu'a ce match aussi pour la suite et la qualification. Donc, Vouliagmeni qui jouait contre l'Étoile Rouge de Belgrade, et les Grecs qui perdent au tir au but 6-5 contre l'Étoile Rouge. Du côté de Terrassa, donc match primordial pour la qualification potentielle peut-être du Pays d'Aix. En tout cas, je pense que voilà, par rapport au résultat du match précédent contre Szolnok, c'était pas l'objectif du Pays d'Aix. Et là, contre Terrassa, malheureusement, ils perdent 13-8, alors que ça reste que la première période, mais 3-2 à la fin de la première en faveur des Aixois, mais ensuite les Espagnols enchaînent un 4-1, 4-2, 3-2, condamnant le Pays d'Aix pour le tour suivant, et donc Terrassa se retrouve avec 2 victoires. Oui, ça revient à ce que je te disais, les équipes jettent toutes leurs forces dans la bataille. C'est un marathon, un match de polo. C'est 4 mini-matchs d'une période chacun. Et puis c'est pas parce que tu gagnes un match le premier match que ça te garantit de gagner le match au total. Et puis écoute, tu vois au rebelote, pareil que Montpellier, au fur et à mesure que le match avance, l'écart se fait et puis on n'arrive plus à endiguer les vagues adverses. Et puis écoute, on se retrouve à
perdre des matchs comme ça au fur et à mesure avec des écarts de période quand même qui vont croissant et qui sont préoccupants. Oui, on avait 6-4 à la mi-temps en faveur de Terrassa, mais bon, les Aixois qui pouvaient encore y croire, mais bon, Terrassa à domicile a su s'imposer et c'était peut-être le match clé quand même de la qualification et malheureusement pour les Aixois, c'est pas passé. Dans l'autre match de ce groupe, on avait Szolnok contre les Allemands de Potsdam. Et là, score quand même un peu surprenant, puisque Szolnok s'impose 14-10, mais les Allemands, pareil, avaient joué tout de suite leur va-tout en première période, puisqu'ils remportent la période 5-2. Mais derrière, Szolnok, habitué quand même des épreuves européennes, a su prendre l'avantage, donc 4-2, 4-2, 4-1, et du coup, Szolnok Terrassa, 2 victoires chacun et donc les 2 équipes potentiellement qualifiées. Ouais, Christophe, écoute, c'était à la lecture du tirage au sort, vu l'état du polo allemand et puis l'état quand même du polo français, on se doutait quand même que les Hongrois et les Espagnols, dont les équipes nationales sont les 2 derniers finalistes quand même du championnat du monde, ça pèse évidemment dans le niveau de quand ton équipe nationale est forte, c'est qu'évidemment tes clubs qui l'approvisionnent sont forts. Donc, je suis pas très surpris. Aix a un peu mieux résisté. 13-8, il y a rien d'infamant. Mais, écoute, c'était, comme tu l'as dit, le match décisif pour la qualif et puis, défaite il y a, et donc qui clôture la saison européenne d'Aix puisqu'il y aura pas de repêchage. Et enfin, 3e journée, même si les jeux étaient faits quasiment dans tous les groupes, mais pas complètement, surtout donc ce que j'ai annoncé tout à l'heure, puisque seulement 3 des meilleurs deuxièmes sur les 4 se qualifient pour le tour suivant, et on donnera ensuite les compositions des groupes à venir, puisque ça se joue un peu comme au football maintenant par groupe. Donc 3e journée, on avait donc Montpellier, Étoile Rouge de Belgrade et même résultat que la veille pour Montpellier, donc défaite et victoire donc de l'Étoile Rouge 23-10 et Montpellier qui encaisse un 5-0 dès la première période, suivi par un 4-3, 5-2 et 9-5. Ouais, écoute, pas trop de succès non plus, hein. L'Étoile Rouge s'est mise à l'abri rapidement, 5-0, difficile de te remettre d'un 5-0 initial. Et puis Montpellier, dans la même veine, j'allais dire que les résultats précédents, hein, moins 13, moins 10, moins 13, voilà, il y a pas grand chose à dire. Il y a un écart de niveau énorme entre ces équipes-là et le reste du plateau. Donc écoute, on va pas jeter la pierre à Montpellier, mais c'était compliqué quand même de s'en sortir dans cette poule-là vu l'état des forces en présence. Et côté Aixois, on avait donc un match, on va dire presque pour la gloire, mais Pays d'Aix qui a réussi quand même à s'imposer contre les Allemands 13-8. Donc un match serré au début, un petit score 2-1, 2-2, 6-2 quand même dans la 3e et 3-3 dans la dernière période. Donc Aix, contrairement à Montpellier, ne finira pas avec la cuillère de bois dans ce groupe. Ouais, c'est bien d'abord c'est une victoire en Coupe d'Europe, donc même si l'adversaire est moins prestigieux qu'on pourrait le penser, c'est des matchs pétrins, ça, mais que tu dois gagner, il y a plus d'enjeu, c'est le matin, tu joues ton match et puis c'est bien de gagner ces matchs-là quand même parce que ça veut dire que tu te démobilises pas et que tu réponds quand même présent même si le résultat aura pas d'incidence sur la qualif. Donc écoute, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des résultats de nos clubs en Coupe d'Europe. Donc là, écoute, il y a une victoire, on va se satisfaire de cette victoire-là en espérant qu'elle en appellera d'autres. Ouais, j'ai oublié de parler de l'autre match dans le groupe de Montpellier et donc qui a toute son importance puisque donc il y avait un dernier match Vouliagmeni-Trieste qui se finit à 23-22 après tir au but, 6-5 et victoire des Grecs qui, du coup, donc je vais annoncer le classement, grâce à cette victoire finissent 2e du groupe, donc 1er Trieste, 2e Vouliagmeni, 3e Étoile Rouge de Belgrade et 4e Montpellier, qui grâce à 2 matchs qui se finissent au tir au but, arrive à glaner la 2e place et qui sort du coup
l'Étoile Rouge de Belgrade, malgré aussi 2 victoires, donc un groupe extrêmement serré, à part Montpellier bien sûr, mais voilà, grâce à cette victoire, Vouliagmeni se qualifie pour le tour d'après. Et je pense que c'était important pour ce club, entraîné par Vujasinovic, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, et qui aurait peut-être fait tâche après avoir justement participé aux phases préliminaires de Champions League. Ils se sont pas qualifiés, mais là, ils pourront continuer leur aventure européenne. Comment l'Étoile Rouge avec 2 victoires, ils se qualifient pas? Parce que en fait, ils ont gagné Montpellier et Vouliagmeni. Mais Vouliagmeni a fait match nul en fait au départ contre l'Étoile Rouge. Ils ont fait quoi l'Étoile Rouge contre Trieste? Eh ben ils ont perdu. Ah, ok. Ah, mais pas au penalty. Non. Donc Trieste a marqué 2 points sur ce match-là et 1 point au penalty contre Vouliagmeni. Et Vouliagmeni... En fait, le classement c'est Trieste 7 points, Vouliagmeni 6 points, Étoile Rouge 5 points et Montpellier 0 points. L'Étoile Rouge, ils ont battu Montpellier. Ils ont battu Vouliagmeni au penalty, donc ça fait 3 et 2, 5. Et ils ont perdu Trieste, ok. Et Vouliagmeni, ils ont battu Montpellier, ça fait 3 points. Ah ouais, ils ont gagné un match au penalty, ça fait 5. Et ils ont perdu un match au penalty, ça fait 6. Eh oui. Putain, les autres, sur 3 matchs, ils ont 2 victoires, mais dont une au penalty, donc ça les empêche de passer. Ouais. Voilà, donc là c'était pour conclure le groupe B de Montpellier. Donc on voit que c'était chaud cette fois-ci jusqu'à la dernière seconde, je vais dire, puisque ça se joue au penalty. Et donc le deuxième match dans le groupe du Pays d'Aix, Terrassa qui s'impose 13-4 contre Szolnok après avoir mené à la mi-temps 7-0. Je pense que Szolnok est déjà quasiment sûr d'être qualifié par rapport à la différence de but, probablement. En tout cas, ils avaient regardé, vous avez dû suivre les autres résultats et je pense qu'ils ont lâché ce match contre Terrassa et donc fini avec 3 victoires et premier du groupe avec 9 points, suivi par Szolnok avec 6 points et le Pays d'Aix avec 3 points et Potsdam 0 points. Les 2 autres groupes, puisque on a commenté les groupes avec les équipes françaises, on avait un groupe A, donc Spandau qui finit premier avec 6 points, Apollo Smyrnis, les Grecs 6 points également, Apollon Sport Management 5 points et les Hollandais de Dezan 1 point. Dans le groupe C, on a Solaris, les Croates qui finissent premier avec 9 points, suivi du Steaua Bucarest 6 points. Le Rapide Bucarest, 3e avec 3 points, et les Géorgiens de Tbilissi, qui étaient habitués, je l'ai dit tout à l'heure, en Champions League, avec 0 points. Donc, on a qualifié pour le prochain tour, donc les premiers de chaque groupe, à savoir Spandau, Trieste, Solaris et Terrassa, et 3 meilleurs deuxièmes, à savoir dans l'ordre Vouliagmeni, Steaua Bucarest et Szolnok Smyrnis, finalement, qui passe à la trappe, à la différence de but uniquement, puisque Szolnok avait 41 contre 33, et là 47-41 pour Smyrnis, donc il passe à la trappe. Bah, tu vois, Christophe, l'importance aussi du point accordé à l'équipe qui gagne le match au penalty, hein, puisque bon, avant c'était un nul, il y avait un vrai partage des points, maintenant il n'y a plus un partage des points, hein. T'as l'équipe qui marque 2 points, une équipe qui met 1 point, et ça a bien souvent joué des tours à certaines équipes qui, en perdant penalty, marquent certains points, mais ça suffit pas pour se qualifier, comme l'Étoile Rouge par exemple, qui est passée à la trappe avec une victoire dans le temps réglementaire et une victoire au penalty. Ça n'a pas suffi pourtant en 3 matchs. Ouais, et même les Grecs de Smyrnis, à quelques buts près, c'est pas passé. Donc les équipes qualifiées joueront le prochain tour. Donc on aura un groupe A composé du Hug Dubrovnik, l'ASC Duisbourg, les Allemands, suivi du Solaris, donc les Croates, et Terrassa. Ça sera pour le groupe A. Dans le groupe B, on aura Barcelona, où on a notamment l'exois Watanabe qui a rejoint cette équipe-là, le Dynamo Bucarest, Trieste et Szolnok. Dans le groupe C, on aura le BVSC Budapest, le Panathinaikos, donc en Grèce, Buduknost, un club monténégrin, et Vouliagmeni. Donc on aura un groupe C composé uniquement de 3 équipes. Et enfin, le groupe D composé de Savone, Sabatch, Spandau et
le Steaua Bucarest. Voilà la composition des groupes à venir pour disputer l'Eurocup et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier tour de qualification Eurocup. If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Come to DSW for the shoes, stay for the fun. Because let's be honest, if shoe shopping isn't fun, are you even doing it right? So go ahead, try something new. Try something different. Good different. Try something that feels like you. You know, the real you. And then definitely brag about it later. Because at DSW, you've got unlimited freedom to play. With sneakers, boots, and everything in between for every style, mood, and occasion, you'll definitely find shoes that get you at prices that get your budget. DSW, let us surprise you. On passe à l'élite où il y avait un match en retard qui se disputait. Donc 7 accueillait Taverny et 7 s'impose par un petit écart 12-10. Score par période 2-3, 3-3, 3-2, 4-2. Donc un match qui s'est joué dans la dernière période et on a bien vu que Taverny, lorsqu'on a commenté le dernier match où il s'était déplacé à Aix et on avait vu que la première mi-temps avait été compliquée, et ben là ils ont bien tenu jusqu'à 3 périodes, mais 7 à l'expérience, je dirais, s'impose dans ce match. Ouais, une victoire impérative pour 7 à la maison contre une équipe de Taverny qui va être un concurrent direct pour 7. On a parlé de ce championnat un petit peu du bas, donc il faut pas laisser de points a fortiori à la maison. 7 sortait d'une défaite toujours à la maison contre Aix, mais bon, ça c'était un peu plus dans la norme, j'allais dire. Mais là, il leur fallait absolument battre Taverny. Et puis, écoute, ils le font petitement, j'allais dire au niveau du score, mais 3 points importants. Taverny qui vient d'enchaîner 2 déplacements de suite, donc à Aix et à 7, qui repart avec 2 défaites. Alors peut-être qu'il y aura plus d'enseignements à tirer sur celle de 7, mais écoute, les Sétois devaient réagir, ils ont réagi. Tant mieux pour eux. Et puis Taverny qui se traîne un peu en bas de classement avec 2 défaites, mais bon, le championnat vient de commencer, ils ont pas encore joué une fois à la maison. À suivre, mais victoire précieuse de 7. Ouais, je pense que Taverny, vu leurs 2 premières sorties, peut-être à domicile, seront difficiles à manœuvrer, donc on verra s'ils arrivent à se ressaisir sur les prochains matchs. Deuxième journée concernant la Nationale 1, et on a eu quasiment une journée complète, puisque en fait le premier match, les Canards Rochelais contre l'INSEP, le match a été inversé. Et La Rochelle, donc, du coup, qui s'impose à l'INSEP 33-12 dans ce premier match. Grosse défaite pour l'INSEP, mais à noter que l'INSEP, et on va peut-être le détailler un petit peu, n'était que 7 joueurs, alors que normalement il y a un groupe de 15 à 16 joueurs qui est prévu initialement, et là ils n'ont réussi à réunir que 7 joueurs pour jouer ce premier match contre le promu de La Rochelle, et très lourde même, je dirais, défaite des joueurs de l'INSEP. Déjà, on va rappeler un petit peu le contexte. La Rochelle est promue, puisque La Rochelle évoluait en N2 l'année dernière. Donc, on le répète toujours, mais les changements de division, il y a des marches quand même et des paliers à franchir. L'INSEP, on en avait parlé également de la possible exclusion de 3 membres du groupe pour des faits d'indiscipline, et donc ça s'est confirmé, les 3 ont été exclus. Mais on était parti sur un groupe de 16 joueurs, 16 moins 3 ça fait 13, 16 moins 3 ça fait pas 7. Et comment expliquer que dès la première journée de championnat, dans ce qui est le centre national de perfectionnement, là où ça doit être un petit peu le vivier des futures générations, tu présentes sur ta première journée de championnat à domicile 7 joueurs. Je veux pas à chaque fois encore être celui qui critique ou quoi,
Mais enfin, je veux dire, ça sert à quoi? À la limite, si c'est pour faire ça de l'INSEP, il fallait mieux le laisser aux filles. Moi, j'ai jamais vu un centre national où tu présentes 7 joueurs le week-end. Il n'y avait pas de gardien apparemment parce que ils ont joué contre Monaco le lendemain et c'était pas le même gardien dans la cage. Mais écoute, on peut s'interroger quand même à minima sur ce qui se passe et sur ce projet fédéral qui est voilà, qui va l'INSEP est pas destiné à finir dans le haut de tableau du championnat. L'INSEP est destiné à faire travailler des joueurs pour que ces joueurs-là progressent, s'aguerrissent et ensuite aillent redonner dans leur club ce que l'INSEP leur a enseigné. Mais tu vas pas beaucoup apprendre en prenant des 33 buts contre le promu. Écoute, c'est difficile de commenter parce que tu t'aperçois que depuis la reprise, alors il y a aucune journée d'élite qui s'est jouée avec les 4 matchs présents. Il y a toujours des matchs décalés, reportés, anticipés, etc. Tu t'aperçois que la N1 commence à suivre le pas puisque c'est pareil. Là, t'as des matchs qui sont inversés. La N2, c'est pareil également. Et l'élite féminine, c'est compliqué. Donc c'est tellement décousu, j'allais dire, ce championnat, que c'est difficile de suivre parce que t'as des équipes qui ont 2 matchs de retard, 3 matchs d'avance. Et puis là, écoute, cette INSEP, j'en sais pas plus, mais j'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus quand même. Le fait que tu me dises qu'il y avait que 7 joueurs sur les 2 matchs, pose question quand même parce que c'est pas ce à quoi l'INSEP est destiné, quoi. Oui, c'est assez surprenant et donc comme tu l'as dit, ils ont joué le lendemain, ils recevaient Monaco qui a doublé puisqu'on va le voir juste après, mais presque un peu le même score, 11-29 en défaveur de l'INSEP, forcément avec 7 joueurs, c'est plus compliqué d'enchaîner 2 matchs, donc ce qui est aussi étonnant malgré tout, c'est que justement en enchaînant 2 matchs, qu'il n'y ait pas plus de joueurs qui étaient bloqués sur ce week-end-là. Forcément, c'est difficile d'enchaîner 2 matchs en 2 jours. Et en plus, le gardien c'est pas le même. Enfin, ça a tourné. C'est un peu particulier. Donc, ça démarre pas très bien. Je dirais ce projet INSEP. J'espère que ça va. On aura des bonnes nouvelles pour la suite. Que les joueurs qui sont prévus vont pouvoir réintégrer. Que c'était peut-être juste un problème de calendrier ou je sais pas. Mais il faudra qu'on suive ça de près parce que je suis assez d'accord avec toi que si ça doit tourner un peu en eau de boudin comme ça, peut-être qu'effectivement il valait mieux laisser le projet aux filles puisqu'on voit un petit peu le désarroi dont le water-polo féminin est victime aussi. Donc Non, mais il y a un truc que je comprends pas, Christophe, au-delà de ça, c'est que quand tu t'inscris à l'INSEP, donc tu t'inscris, c'est une chance pour ces joueurs-là de s'inscrire à l'INSEP. Donc tu as ce double projet études sport, donc t'es quand même sur place. Donc comment ça se fait en étant sur place que tu ne puisses pas présenter plus que 7 joueurs? S'il y a une équipe qui doit être au complet toutes les journées, c'est eux. Écoute, il y a déjà 2 journées, ils prennent 62 buts en 2 matchs contre un pro. Alors contre Monaco, d'accord, mais contre La Rochelle qui est un promu. Écoute, je suis assez dubitatif par rapport à ce projet, mais bon, je suis pas notre polo est pas une contradiction près, donc je sais pas. On verra la suite, mais si t'es 7 à la maison, ça laisse pas augurer de bonnes choses par rapport au déplacement. Après, peut-être c'était par rapport à la sanction, puisque tu as dit qu'il y a eu 3 joueurs exclus, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui étaient juste suspendus pour ce match et que peut-être qu'on les reverra au match suivant. Mais bon, ça, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. À suivre. À suivre. Deuxième match du coup de cette journée 2, donc duel parisien, Livry-Gargan qui accueillait le Racing Club de France. Et gros écart aussi, 29-13 en faveur de Livry. On sait que Livry, on l'a déjà dit la dernière fois, est un candidat... en tout cas aux premières places, on verra si son candidat à la montée, si ça se dessine pour eux dans ce sens-là, mais en tout cas, le Racing qui est un peu dans le dur, au moins depuis, puisqu'on a attaqué le podcast la saison dernière, on sait que l'année dernière c'était déjà compliqué, et là, rien qu'à la mi-temps, il y avait quand même un 14-6, 9-3 ensuite, 6-4 dans le 3e et 4e période, grosse désillusion du côté du Racing. Ouais, des illusions. Je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de
nourrissait pas non plus beaucoup d'espoir. Livry, c'est une équipe qui est coriace, surtout à la maison, qui l'année dernière a été 4e, me semble-t-il, qui a fini 4e du championnat, donc qui est, si t'enlèves Bordeaux et Douai, comme on l'a dit, écoute, ils ont potentiellement leur place sur le podium, donc ce qui est pas le cas du tout du Racing. Écoute, un écart, alors c'est sûr, 29 buts. Alors, il va falloir qu'on s'habitue. Moi, je suis un peu de l'ancienne, toi aussi, la génération. Les matchs, c'est 8-7, 9-8, 11-9. Là, maintenant, t'as des 29 buts, des 33 buts. Donc là, effectivement, on est dans du handball. Ça veut pas dire que le niveau, c'est pas parce qu'il y a plus de buts que le niveau est supérieur. Mais écoute, il va falloir s'habituer à ces scores fleuves. Disons que ça montre peut-être aussi un peu plus de faiblesses, ou ça met en avant plus les faiblesses de l'équipe adverse. Peut-être avec cette nouvelle configuration et ce nombre de buts assez conséquent qu'on a pu voir aussi dans des matchs de niveau international. Troisième match de cette deuxième journée, donc on avait Moulins qui accueillait Givors et là score très serré, mais du coup Givors qui prend des points à l'extérieur en s'imposant 10-9. Ouais, alors là, pour le coup, ça contredit ce que je viens de dire, parce que là, on revient à des scores de polo d'avant. Givors que j'avais vu jouer donc à Monaco, qui avait entamé son championnat à Monaco, c'est jamais facile quand même. Et puis là, qui devait absolument aller gagner à Moulins, puisque Givors, au même titre que 7 en élite, va jouer un peu le championnat du bas et donc se doit d'aller prendre des points chez les adversaires directs. Je m'attendais pas quand même à une résistance aussi forte que ça de Moulins. Moulins qui avait fini juste devant Thionville l'année dernière, avant-dernier, mais en prenant quand même des écarts assez conséquents. Et puis, écoute, bonne nouvelle quand même malgré tout, c'est une victoire pour Givors. Mais Moulins pourra nourrir certains espoirs dans ce championnat, parce que c'est une défaite certes, mais une défaite d'un but, donc il y a matière à travailler. Puis on va le voir avec les autres résultats, mais je pense qu'on va avoir aussi un championnat à deux vitesses. On va avoir les premiers qui vont un peu dominer, qu'on avait déjà annoncé, du Livry, du Monaco, Marseille. Mulhouse. Peut-être Mulhouse, Arles, on va voir après, voilà, et après dans le bas de classement, Choisy, Saint-Jean d'Angély, Moulins, Givors, Racing, Canard Rochelet peut-être, l'INSEP, même si ils peuvent pas monter ni descendre, mais en tout cas voilà, on va voir, je pense à peu près 6 et 6 quasiment. Bon, pour vraiment le séparer, c'est facile de couper en deux, mais je pense qu'on n'est pas vraiment loin de ça sur ce qui devrait nous attendre sur les journées à venir. Quatrième match, Marseille qui se déplaçait, donc l'équipe 2 de Marseille composée de beaucoup de jeunes joueurs, se déplaçait à Saint-Jean d'Angély. Pas de surprise, Marseille qui domine largement ce match et qui s'impose 27-9. Ouais, 27-9. Voilà, c'est pareil. Marseille est une équipe jeune, entraînée, qui performe et donc c'est difficile de résister pour Saint-Jean. Qui a moins de joueurs, moins de moyens, moins d'effectifs, etc. Donc, comme tu le dis, et je te rejoins complètement, il va y avoir un championnat à deux vitesses avec des écarts, à mon sens, assez conséquents quand même. Et tu vois qu'il y a les gros passent toujours la vingtaine, voire 25. Puis, les petits ont du mal à passer la dizaine. Donc, le championnat de vitesse se précise et se profile. Ouais, complètement. Avant-dernier match de cette journée, je garde le dernier match Arles-Mulhouse pour la fin. Donc, Choisy-le-Roi Monaco, donc les deux promus de l'année dernière, mais donc qui ont vécu un championnat assez différent. Choisy qui était plutôt milieu de classement vers le bas, qui avait su prendre quelques points, et Monaco qui avait fini 3e avec sa jeune équipe, et là donc il s'impose à l'extérieur 9-17, et on a vu tout à l'heure qu'il s'était aussi imposé à l'INSEP, donc qui ont doublé le week-end parisien, et donc qui s'impose assez facilement aussi dans ce match. Ouais, Monaco qui a profité de son week-end parisien, comme tu dis, pour doubler, je pense dans un souci économique, plutôt que de faire deux déplacements, écoute, il joue deux fois. Monaco a le défi de se renouveler, comme j'ai dit la semaine dernière, avec les départs des joueurs majeurs qu'ils ont eu à subir à l'intersaison. Donc, ils injectent du sang neuf, notamment des 2009, qui
qui participait notamment aussi déjà l'année dernière un petit peu au match de N1. Hein. Donc Choisy avait pas démérité du tout la saison dernière. Ils ont fait un petit championnat intéressant pour un promu. Ils ont une saison tranquille, sans trembler ou quoi que ce soit. Mais bon, la marche est trop haute pour eux par rapport à Monaco et Monaco fait un carton plein sur son déplacement parisien en prenant 6 points, ajouté aux 3 qu'ils ont pris de la semaine dernière. Alors pour l'instant, ils n'ont pas joué encore des équipes majeures, hein, sans manquer de respect à personne. Mais bon, Givors, l'INSEP Choisy, c'était évidemment dans leur corde. Maintenant, la pente va augmenter un petit peu et puis on verra s'ils sont au rendez-vous. Et donc, dernier match, Arnes qui accueillait Mulhouse, le match le plus indécis ou le match qu'on aurait pu mettre en focus de cette journée, puisque on sait que Arnes, on l'a dit de nombreuses fois, est une équipe assez difficile à jouer, qui joue souvent les troubles faits. Mulhouse qui fait partie des favoris et à Arnes qui a réussi à s'imposer à domicile 11-10, sachant que Arnes a reçu quelques renforts d'anciens joueurs douaisiens et donc qui pourraient par la suite du coup peut-être mieux se classer que ce qu'on les voyait au départ. Ouais, écoute, c'était le choc de cette journée-là, hein, le choc des prétendants, peut-être éventuellement au titre. Et puis Arnes, historiquement, c'est une équipe qui est plus que difficile à jouer chez elle. Elle est pénible à jouer. C'est une équipe qui perd rarement ou qui perd très peu. Monaco s'était imposé là-bas l'année dernière sur le fil, je crois, à la dernière seconde. Donc c'est une équipe qui est toujours compliquée à la maison. Et puis qui, je pense, peut-être en valeur absolue est peut-être moins bonne que Mulhouse. Mais chez elle, Arnes est intraitable et c'est difficile d'aller s'imposer là-haut. Et puis, écoute, ils prennent 3 points importants, puisque, comme on l'a dit, un championnat du haut, championnat du bas, il faudra emmagasiner. On voit pas les gros aller perdre des points chez les petits, parce qu'il y a un écart quand même qui est assez important. Donc, toute défaite ou toute victoire sera difficile à rattraper. Donc, ils ont fait le job chez eux. C'est bien pour eux, tant mieux pour eux. Ouais, c'est sûr, on verra comment ça se passe pour la suite, s'ils arrivent à faire tomber d'autres, en tout cas de notre point de vue, d'autres prétendants à la montée chez eux à domicile. If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Come to DSW for the shoes, stay for the fun. Because let's be honest, if shoe shopping isn't fun, are you even doing it right? So go ahead, try something new. Try something different. Good different. Try something that feels like you. You know, the real you. And then definitely brag about it later. Because at DSW, you've got unlimited freedom to play. With sneakers, boots, and everything in between for every style, mood, and occasion, you'll definitely find shoes that get you at prices that get your budget. DSW, let us surprise you. En même temps que la Nationale 1, donc on avait un début du championnat élite féminin et comme on l'a dit tout à l'heure, le problème c'est qu'on a quand même du mal à suivre tous ces championnats qui sont décousus puisque normalement on avait 3 matchs au programme puisqu'on l'avait évoqué lorsqu'on a parlé un petit peu de tous les championnats. Il n'y a que 7 équipes dans cette élite féminine, à monter uniquement de Taverny qui était en National 1 l'année dernière. Et donc 3 matchs uniquement au programme et sur ces 3 matchs, on en a effectivement eu finalement 3 mais avec une inversion puisqu'on devait avoir un Taverny-Nancy et finalement on a eu un Nancy-Taverny et Taverny qui a été un peu surprenant je veux dire puisqu'on a quand même que 4 buts d'écart et Nancy qui s'impose 17-13. Ouais, écoute Christophe, plusieurs choses à noter dans ce match-là. D'abord la belle prestation de Taverny, hein, qui, on le rappelle, était dans la division inférieure l'année dernière et qui est montée. Faire -4 à Nancy pour son premier match, c'est, je vais pas dire que c'est une belle perf, mais c'est quand même bien. Nancy a fini vice-champion de France l'an passé, donc
Dans le polo féminin, il y a souvent aussi des gros écarts de score, mais 17-13, c'est bien. On fait un petit clin d'œil à Rémi Garceau qui a pris les rênes de Nancy féminin, donc qui inaugurait ce championnat à la tête de l'équipe de Nancy. Et puis écoute, 17-13, Taverny pourra en tout cas travailler là-dessus et nourrir des espoirs parce que c'est vraiment un résultat encourageant et il y a matière à faire quelque chose. Ouais, on suivra ça aussi. Donc Taverny qui fait partie des rares clubs avec Bordeaux et Nice à avoir une équipe à la fois en élite masculin et une équipe en élite féminin. Deuxième match de cette soirée, on avait Choisy-le-Roi qui accueillait Nice et on pouvait peut-être espérer un score plus serré, mais finalement Nice qui s'impose largement 19-7 après avoir mené 9-2 à la mi-temps. Ça, c'est un score quand même plus en rapport avec une certaine logique. Choisy est une équipe qui est montée, alors pas cette année, mais qui aura un petit peu de mal quand même. Et puis Nice, faut pas l'oublier, a fini 3e l'année dernière. Donc il y a pas les mêmes moyens entre les deux clubs. Ouais, je voyais une victoire assez large de Nice quand même, mais écoute, cette victoire est arrivée, donc je suis pas surpris ni par la victoire ni par l'ampleur du score. Il y a un monde d'écart quand même entre les 3 premiers du championnat et les équipes un petit peu classées en dessous, donc c'est somme toute assez logique. Alors je vais te faire démentir ça puisqu'on avait Toulon-Bordeaux et là on a Bordeaux qui s'impose sur le fil au tir au but 2-1 après victoire finale 15-14. Donc Bordeaux qui avait fini 4e, on sait les écarts, tu viens de le dire, qui est entre ces équipes, et Bordeaux qui a dû batailler jusqu'au pénalty pour s'imposer à Toulon. Ouais, alors je vais quand même mettre un bémol parce que donc Toulon, même si elle était déjà là l'année dernière, Clémentine Valverde qui joue là, qui a joué en équipe nationale, qui est une vraie bonne joueuse, donc qui était pas à Toulon avant et qui fait partie de l'équipe. Raphaël Pirat a récupéré des joueuses de Nice. Alors je vais pas toutes les citer, mais bon, notamment une gardienne, Chloé Vidal, qui est une bonne gardienne. Alors je ne sais pas parce que j'ai pas la feuille de match si Valentine Orto, qui avait été annoncée à Toulon, a fait ses débuts. Oui, et elle a même marqué 2 buts. Voilà, donc si tu commences à additionner, évidemment, ça change quand même le visage d'une équipe quand tu prends des internationales A, soit anciennes, soit actuelles. Donc il est évident que oui, ça change la donne. Bordeaux, je pense que Louise Guillet aussi c'est terminé. Donc d'un côté tu récupères des joueuses, de l'autre côté tu en perds. Et donc écoute, ça équilibre un peu plus les débats. Puis écoute, Toulon prend 1 point quand même, puisque c'est une défaite au pénalty contre Bordeaux. Toulon va jouer son championnat aussi crânement contre Taverny, contre Choisy, et puis essayer d'aller grappiller des points comme ils l'ont fait là, contre Bordeaux. Donc écoute, les deux équipes, je pense, satisfaites. Bordeaux se tire d'un mauvais pas à l'extérieur, et puis Toulon, je vais pas dire se rassure, mais au moins sait que a réussi à s'étalonner contre une équipe quand même solide du championnat. Oui, je pense qu'effectivement, tu l'as bien dit, avec notamment le renfort de Valentine Orto, mais pas que. Effectivement, Toulon qui pourrait jouer un peu les troubles faits dans ce championnat et voir un petit peu dans ces 7 équipes où est-ce qu'ils arriveront à se positionner, sachant que voilà, Nancy et Lille sortent d'une campagne européenne, je dirais vraiment décevante, puisqu'elles ont pris pas mal de buts et que des défaites. Donc Lille qui était exempt ce week-end, on verra ce que ça donnera, on suivra le championnat avec attention. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents matchs qui se sont déroulés cette semaine. Et avant de nous quitter, Frédéric, je crois que tu as une info, on en parle un petit peu des fois de temps en temps sur le polo international concernant Sandro Campagna, le sélectionneur, entraîneur de l'équipe Italie A. Ouais, écoute, on avait quitté cette actualité avec donc, comme on avait parlé, d'un début quand même de ce qu'on peut appeler une mutinerie, puisque quand t'as 10 joueurs sur 15 qui déclarent publiquement que ça sera avec eux, mais sans lui, qu'ils continueront. Campagna est resté très silencieux. Alors il a été touché par un deuil familial, donc ça n'invite pas à être bavard. Et puis il est revenu et comme je te l'avais dit la dernière fois, Campagna, tu le déboulonnes pas quand même comme ça.
C'est un monstre du polo italien qui a tout gagné, je répète, comme joueur et qui a quasiment tout gagné comme entraîneur. C'est une figure du polo depuis quasiment 1982. Donc voilà, une institution un petit peu. Il est revenu, voilà, il a parlé le classique du linge sale qui se nettoie en famille, que le Seto Bello c'est une famille, une grande famille, etc., etc. Il a dit qu'il s'était jamais senti menacé, donc ça montre bien que soit il a le soutien de sa fédération, soit il est quand même très lucide par rapport à sa position à la tête de l'équipe d'Italie. Mais quand même, il a quand même dit, il a quand même glissé qu'il allait y avoir une place aux jeunes. Donc à mon avis, il va gentiment, je vais pas dire prétexter sur certains frondeurs leur limite d'âge pour pouvoir s'en débarrasser et repartir sur un cycle nouveau. Tu sais, alors je vais revenir un petit peu en arrière, mais en 94, l'équipe d'Italie, donc dont il faisait partie, est entraînée par Rudic et termine un cycle incroyable d'un grand chelem où il détenait donc l'or olympique, l'or européen, l'or mondial. Ils avaient fait son grand chelem, ils avaient gagné les Jeux Med et donc ils étaient tenants du titre dans toutes les compétitions. Et donc se profiler 2 ans après les Jeux d'Atlanta et Rudic, écoute, à la surprise générale, sur les 13, il en a gagné 5. Donc des joueurs mythiques, Campagna en fait partie, il a dégagé, Ferretti, Fiorillo, les Pordio, etc., etc. Il a été très très attaqué, Rudic en Italie par rapport à ça. Et puis il a fait rentrer la génération que justement Campagna avait entraîné après les jeunes, les Angelini, les Ghibellini, tout ça, Sotani. Et puis il a fait taire tout le monde en étant champion d'Europe à Vienne l'année d'après. Et écoute, Campagna, je pense qu'il va faire la même chose puisqu'il est à son tour entraîneur de l'équipe d'Italie. Et je pense qu'il va y avoir une petite valse quand même. Je le vois garder les Condemi, Yoki Grata, Nicosia dans la cage, tout ça. Mais à mon avis, il y en a, Echenique, tout ça, je pense que ça va partir. Mais il y en a qui risquent quand même de faire la valise. Mais je pense que ça n'altérera pas les résultats dans la globalité de l'équipe d'Italie. On suivra la composition de cette équipe pour voir un peu qui a sauté et qui est maintenu et quels sont les jeunes effectivement qui rentrent. Mais bon, je pense qu'il a un peu le temps de travailler aussi puisque on rentre sur quand même ce nouveau cycle. On dit souvent un cycle de jeu à jeu. Donc là, c'est dans 3 ans pour les Jeux de Los Angeles. Bon, il y aura d'autres compétitions entre temps, mais il peut se préparer avec sa nouvelle équipe pour cet objectif-là. Je voulais finir juste pour un petit clin d'œil. On parle pas souvent de la N2, mais je vais en parler un petit peu. Alors je vais essayer de pas dire trop de bêtises, mais on a le club de Rieux. Rieux, c'est dans la banlieue lyonnaise qui a obtenu dans le bassin. Parce qu'il y a des clubs qui sont montés en N2 qui n'ont pas obtenu leur sésame dans le bassin, mais qui ont profité de l'absence ou du non-engagement d'autres clubs. Eux, Rieux, ils ont obtenu de haute lutte leur place dans le bassin, donc monter en N2 pour un petit club comme ça, c'était assez historique. Et patatras, le club de Rieux a décidé de se séparer de la section polo. Tu vois, il y a des choses des fois qui se passent où tu comprends pas, puisque tu décides de développer une section, la section se développe et puis tu la sectionnes, j'allais dire. Donc ils se sont pas démobilisés. Je connais bien la personne qui est un peu la cheville ouvrière de ce projet-là, qui est Philippe Quintin, un nom qui dira quelque chose aux anciens aussi. Et puis écoute, ils ont pris acte de la décision du club. Et puis écoute, ils s'en sont pas laissés compter puisqu'ils ont décidé de créer un nouveau club qui s'appelle, alors le nom pourra faire rire, le CALM, CALM, qui est le Cercle Aquatique Lyon Métropole. Les joueurs ont refusé la fatalité de disparaître et donc ont décidé de créer ce club-là et donc ils figureront bien en N2 comme c'était prévu pour eux. C'est bien d'avoir un deuxième club dans la région, à part on avait que Givors dans la région lyonnaise. Maintenant on aura ce club-là. Et puis en fait au clin d'œil, c'est pour montrer que les clubs jouent pas toujours le jeu. Tu peux pas, à mon sens, tu peux pas couper une section comme ça qui évolue au niveau national en deuxième division. Alors ils ont un petit budget, ils ont un petit groupe et tout ça. On va les suivre. Ils vont commencer par 2 déplacements, puis ensuite ils recevront Thionville.
qui sera déjà un match important pour eux puisque Thionville fera partie des équipes avec lesquelles ils vont avoir à batailler. Et puis, écoute, je voulais mettre un petit coup de lumière sur ce club et leur souhaiter bonne chance parce que on était au bord quand même de la disparition à nouveau d'un club. Donc, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Donc, écoute, voilà, bonne chance à Rieux pour cette saison, bonne chance au Calme. Et puis, alors, je sais pas si un jour il devait y avoir un match entre le Calme et le Niac de Nancy, ce serait un petit peu marrant. Mais écoute, bonne chance à eux et j'embrasse Philippe Quintin qui œuvre dans la difficulté et c'est pas toujours facile. Je pense qu'ils apparaissent sous le nom de Team Lyon. Peut-être si les gens cherchent un peu sur le championnat FFN, il y a une équipe donc qui s'appelle Team Lyon sur cette poule A du championnat national 2. On arrive donc à la fin de cet épisode. On espère que tous ces résultats ne vous auront pas trop lassé. Il y en avait beaucoup à donner, pas forcément à commenter parce que c'est pas évident de commenter tous ces résultats et surtout quand les scores sont d'ampleur. Mais en tout cas, voilà, on est toujours présent, fidèle au poste tous les mardis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Merci, ciao, ciao. Did you know that skincare can start in the laundry room? All Free Clear is the #1 laundry detergent brand recommended by dermatologists, allergists, and pediatricians for sensitive skin. All Free Clear is 100% free of dyes and perfumes. It provides an effective clean that's gentle on skin while removing impurities like dirt and body oil without leaving irritating residues. Plus, All Free Clear liquid is Safer Choice certified by the U.S. EPA. For a clean you can feel good about, all you need is All Free Clear. This is a real good story about Drew, a real United Airlines customer. After almost 4 years of treatments, I was finally cancer-free. My mom's like, where do you want to go to celebrate? I'm like, let's go somewhere tropical. And then Pilot hopped on the intercom and started talking about me, and I was like, what is going on here? My wife beat cancer too, and I wanted to celebrate his special moment. That's Bill, a real United pilot. We brought him drinks and donuts. We all signed a card. I was smiling ear to ear. Best flight ever for sure. That's how good leads the way. McCormick knows unbeatable flavor starts with the right spices. It's why we created Flavor Sealed. So anytime you peel back the seal of McCormick herbs and spices, you can be confident they will pack the same amount of flavor as the day they were packed. The kind of flavor that brings out the best of your favorite recipes and keeps everyone coming back for seconds, or maybe even thirds. McCormick, Flavor Sealed for unbeatable flavor. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.